On donne carte blanche à Mathieu Bock-Côté du lundi au jeudi. Bonjour Mathieu. Bonjour. Non, je précise parce qu'on m'a dit tu devrais dire la carte blanche de Mathieu Bock-Côté. Mais bon, je considère qu'on donne carte blanche à Mathieu Bock-Côté. Donc Mathieu, vous voulez poursuivre ce matin votre galerie des portraits de l'élection présidentielle, votre exploration des candidats qui surgissent de manière inattendue. Alors en portant votre regard ce matin sur Jean-Luc Mélenchon. Oui, il y a quelques semaines à peine, et même quelques jours encore, il était bien vu de se moquer de la gauche qu'on aimait dire, selon la formule rituelle, éparpillée façon puzzle. Entre Jadot l'oublié, l'apparatchik Hidalgo et l'apparemment providentiel Taubira, certains voulaient bien dire du bien, dis-je, du courageux Roussel, mais il s'agissait souvent, convenons-en, d'un plaisir mondain pour animer les dîners parisiens. Et pourtant, il suffisait de bien scruter la vie politique pour apercevoir la lente mais bien réelle progression de Jean-Luc Mélenchon. Cluster 17, l'institut de sondage le plus stimulant de la présente élection présidentielle, l'avait repéré avant les autres. Entre un socialisme municipal encrouté et un écologisme de gouvernement qu'on imagine bien mal gouverné, il redonne un souffle révolutionnaire à la gauche. Mélenchon a le talent des grands tribuns. En matière de style politique, c'est l'héritier de Jean-Marie Le Pen. Il en a le talent oratoire, la culture, la passion du scandale et de l'outrance, la capacité de tempêter, la prétention prophétique. On se souvient de son débat avec Éric Zemmour, il ne manquait pas de panache. Imagine-t-on un semblable débat demain entre Éric Zemmour et Anne Hidalgo? On entendrait voler les mouches. Alors à propos de mouches, il suscite justement des ralliements en ce moment, Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, excusez-moi, en parlant de mouches, dis-je, ou d'amoureux des moustiques plus exactement, Jean-Luc Mélenchon vient d'obtenir l'appui du sulfureux polémiste antispéciste Aymeric Caron. Il le dit clairement, la candidature de Jean-Luc Mélenchon est la seule porteuse d'espoir. En soi, il pèse bien peu dans la balance, il est néanmoins révélateur du profil de ceux que Jean-Luc Mélenchon inspire. C'est vers la France insoumise que convergent les différents courants de la gauche radicale aujourd'hui, qui prétend rassembler ses troupes au nom d'une révolution verte jugée nécessaire pour conjurer l'apocalypse climatique. À tout le moins, c'est là que se rencontrent François Ruffin et Daniel Obono. On y verra une histoire française. Le jacobinisme le plus radical pave le chemin de l'indigénisme militant. À la classe ouvrière d'hier, la gauche radicale préfère désormais fantasmer sur la diversité qu'elle entend mobiliser à travers les slogans décoloniaux et anti-occidentaux. D'ailleurs, suite à la diffusion du documentaire de M6 sur l'islamisme à Roubaix, on a vu des représentants de la France insoumise assimiler la critique de l'islamisme à de l'islamophobie. Peut-être est-ce une simple question de calcul électoral aussi. La France insoumise veut l'électorat des banlieues et croit devoir parler le langage victimaire pour l'obtenir. Ce que Jean-Luc Mélenchon appelle la créolisation de l'identité française n'est rien d'autre qu'un consentement de cocu content à l'immigration massive et à la révolution démographique qu'elle entraîne. Citons la définition qu'il en donne. Allez dans n'importe quelle rue de Paris ou d'ailleurs et vous verrez partout des pancartes en anglais. La créolisation est en train d'avoir lieu. Mais nous sommes aussi les plus gros consommateurs de pizza et le plat préféré des Français est le couscous. Fin de la citation. Que je comprenne bien, l'anglicisation de l'affichage commercial à Paris, qu'on considérait traditionnellement comme une marque regrettable de la colonisation culturelle américaine en France, doit désormais être positivement perçue au nom de la créolisation des identités? Ça fait rêver. Mais j'en reviens au ralliement. Jean-Luc Mélenchon n'en suscite pas assez pour l'instant. Il suffirait pourtant qu'un candidat à 2% se retire pour d'un coup lui donner la petite poussée qui obligerait tous les commentateurs à considérer sérieusement sa capacité à traverser le premier tour, ce qui aurait naturellement un effet d'entraînement. Envisageons une autre hypothèse. Même sans ralliement, Jean-Luc Mélenchon pourrait profiter d'un vote utile à gauche, poussant les électeurs qui l'aiment bien tout en le trouvant quelque peu excessif à se rallier à lui. Peut-être qu'il peine à susciter des ralliements tout simplement parce qu'il fait peur, Mathieu. Oui. Car ce grand tribun, si français dans son style et sa manière de pratiquer ce que Tocqueville appelait la politique littéraire, n'est pas sans évoquer quelque chose comme la terreur. Sa fureur, sa colère, sa capacité à présenter ses adversaires comme des ennemis du genre humain, je le cite, nous laisse deviner le sort qu'il leur réserverait s'il arrivait demain au pouvoir. Car je pose la question, que fait-on, monsieur Mélenchon, avec les ennemis du genre humain? Le démocrate libéral à l'ancienne que je suis avoue quelques réserves devant ce vocabulaire d'inquisiteur politique. On a même pu lire un intellectuel associé à la gauche républicaine confesser, il y a quelques mois, qu'entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, il voterait pour la deuxième en se pinçant le nez. Il s'est toutefois vite ravisé. Et pourtant, diront les mélancoliques, cet homme aurait pu donner tout autre chose. Quel talent gâché dans le grand théâtre révolutionnaire. Quel souffle perdu pour une idéologie pourtant désavouée par l'histoire et qui a semé tant de malheur dès lors qu'elle est parvenue à faire la loi dans un pays. Oui, on regrettera ce grand talent gâché, celui d'un homme ivre de ses idées, hanté par la possibilité de son destin. Celui qui écrira sa biographie un jour lui donnera probablement pour titre « Mélenchon n'aura jamais dit son dernier mot ». Merci Mathieu Bock-Côté.